Bonsoir à tous, vous êtes à Cap Enfance Positive. Cap Enfance Positive est une série d'émissions sur la protection de l'enfant au Burkina Faso. Cette initiative est soutenue par 12 organisations en collaboration avec BF1. Chaque organisation soutient un thème et le thème de ce soir est porté par l'ONG CCFC. Le thème de ce soir est le rapt et le mariage d'enfants à l'est du Burkina Faso. Quelle solution efficace pour lutter durablement contre ces phénomènes? Ce soir, nous recevons M. Ouedraogo Lassane. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur provincial de la femme, de la solidarité nationale et de la famille de la Tapoa. C'est bien cela. Vous êtes aussi rapporteur du réseau de protection de l'enfance de la Tapoa. Merci d'être là. Nous recevons aussi Madame Christelle Kaloulé. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice pays de la structure CCFC, qui est Christian Children Fund of Canada. Merci d'être là avec nous. Merci. Nous recevons aussi Monsieur Forogo Moïse. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes substitut du procureur du Faso près le tribunal de grande instance de Diapaga. Exact. Et vous êtes aussi le coordonnateur du réseau de protection de l'enfance de la Tapoa. Oui, c'est ça. Merci d'être avec nous. Nous recevons aussi le chef Madali Mali. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le représentant de la chefferie coutumière de l'Est. Oui. Merci d'être avec nous. Nous avons aussi M. Serge Gaëtan Kombari. Vous êtes le directeur provincial de la femme, de la solidarité nationale et de la famille du Gourma. Merci d'être là. Vous êtes aussi rapporteur du réseau de protection de l'enfance du Gourma. Merci à tous d'être là ce soir. Nous allons commencer par un micro-trottoir et on se retrouve juste après pour entrer dans le vif du sujet. Mon nom est Chankwano Adjeme, je suis mécanicien à Diapaga ici. Le mariage d'enfants, ça c'est quand on donne une jeune fille en mariage sans l'âge de 18 ans. Le rap aussi, j'entends beaucoup parler de ça parce que dans notre zone, c'est souvent très fréquent. Vous prenez un cas comme la zone de Tambara. Un vieux autour d'un bistrot, on lui donne 2 litres de l'eau, il promet à son ami, je vais te donner mon enfant. Et ce monsieur va se permettre d'aller labourer peut-être son champ, va faire des travaux d'intérêt familial pour ce monsieur, à un moment donné, demande sa femme. Le monsieur, ayant beaucoup pris avec ce dernier, ne peut plus rien faire. La seule solution qu'il peut lui dire, c'est de prendre l'enfant et fuir. C'est ce que nous voyons par-ci, par-là, dans notre province. Moi, c'est Lompo David. J'habite à Diapaga, précisément au secteur numéro 1. Voilà. Pour moi, le mariage d'enfants, c'est une union entre un homme et une fille qui n'a pas la majorité, c'est-à-dire qui n'a pas 18 ans. Le rapt d'enfants, c'est lorsque un homme, ou peut-être un groupe d'hommes, enlève une fille contre sa volonté pour l'amener ailleurs, soit pour le mariage ou pour autre chose. Voilà. Je me nomme Koulidiati Tapoa. Je suis à Diapaga ici. Le mariage d'enfants, c'est peut-être amener des enfants à aller ensemble sans leur consentement. Bon, le rap d'enfants, c'est quand, selon moi, hein, quand un jeune garçon vient voler une fille pour amener chez lui et puis voilà. Je me nomme Yakini Abdoulamed, je suis de la région de l'Est, plus précisément dans la province de la Tapoa, à Diapara. Selon moi, je pense que quand on parle du mariage d'enfants, c'est le fait de prendre une fille qui n'est pas encore mûre, c'est-à-dire qui n'a pas l'âge de la puberté et de la marier à un homme. Voilà, c'est le mariage d'enfants comme ça. Maintenant, quand on parle du rap, c'est le fait de prendre une fille, en tout cas, c'est le fait de prendre une fille forcée, indépendamment de sa volonté. Ça veut dire que si elle ne veut pas
Le gars, il rencontre la fille en question et maintenant, il prend la fille et il fuit avec la fille. C'est ça qu'on appelle le rap. Ça compromet beaucoup les chances et l'avenir de cette dernière-là parce que peut-être que cette dernière n'ira même plus à l'école. Et côté matrimonial, ça aussi c'est un grand problème parce qu'elle sera confrontée à beaucoup de problèmes. Figurez-vous, si on prend une enfant, on donne à un vieux de 40 ans qui n'a pas 18 ans. Et c'est cette dernière-là qui va s'occuper de tout ça là. Et maintenant, si elle tombe enceinte même, ça va être des problèmes même pour cette dernière-là de pouvoir enfanter parce qu'elle n'a ni l'âge, ni tout ce qu'il faut réellement pour devenir mère. Donc c'est ça qui est le véritable problème ici. Ça peut être dommageable d'abord pour la jeune fille dans la mesure où la jeune fille n'étant pas encore majeure, donc n'est pas préparée psychologiquement, spirituellement n'est pas préparée pour vivre un mariage ou une relation avec un homme. D'abord il y a ça, et physiquement, ça peut causer des dommages pour la fille parce que la fille peut-être physiologiquement n'est pas encore prête peut-être pour faire des rapports et même pour faire certains travaux domestiques. Puisque dans la plupart des cas, quand il y a rapt ou enlèvement là, généralement ce n'est pas pour aller scolariser la fille ou bien pour aller la mettre dans un métier, pour qu'elle apprenne un métier. C'est juste pour la mettre en mariage. Donc il y a physiquement, ça joue sur l'enfant, psychologiquement, ça joue sur l'enfant. Donc si l'enfant est déjà atteint, donc la fille peut déjà développer peut-être des comportements et même les enfants qu'elle va avoir, elle peut adopter des comportements, elle peut mal éduquer les enfants. Et des enfants déjà mal éduqués, socialement ça pose des problèmes pour leur insertion dans la vie sociale, pour ce qu'ils vont faire dans la vie sociale. Donc du coup, comme on dit, quand on gagne une femme, c'est une nation qu'on gagne. Du coup, quand ces filles-là dévient, on les fait dévier à cause du rap ou de l'enlèvement. Ça veut dire que les enfants qu'elles vont mettre au monde, c'est des enfants qui ne seront pas bien éduqués. Et du coup, ça va jouer sur la nation. Bon, d'abord, il y a beaucoup de choses parce qu'au niveau de la fille, elle est elle est petite, elle n'est pas mature. Le garçon aussi. Bon, imaginez la suite parce que ces gens-là, on se demande ce qu'ils vont fonder, ce qu'ils peuvent fabriquer ensemble. Donc, d'abord pour les deux, ça ne va pas. Ils sont ensemble, là, ils vont donner des enfants qui ne pourront même pas éduquer. D'autant plus qu'eux-mêmes, ils n'ont pas été bien éduqués, ils n'ont pas été bien mûrs alors pour en tout cas fonder un foyer. Pour la société maintenant, en tout cas, nous pleurons seulement, puisque ce n'est pas facile pour les familles. Ça joue sur le côté mental de la fille. Ça veut dire que l'enfant, ça peut la toucher, si elle ne veut pas, ça peut la toucher psychologiquement. Et aussi, en tout cas, au niveau de sa santé, si en tout cas on force la fille à apprendre, si on force la fille, en tout cas, elle peut tomber enceinte et lors de l'accouchement, elle peut avoir des problèmes. Voilà. Pour la société, en tout cas, si on permet à la société de continuer ainsi, en tout cas, ce ne serait pas bon parce que, en tout cas, ça serait du désordre dans la société. Les gens ne vont pas vouloir respecter le mariage. Dans la région de l'Est, effectivement, ça persiste beaucoup parce que les services habilités à faire la sensibilisation sur ce thème-là ne sont pas actifs sur le terrain. Par exemple, les services comme l'action sociale doivent fournir encore plus d'efforts pour faire savoir aux uns aux autres les problèmes liés à ce phénomène-là. Il faut sensibiliser, surtout de la 6e jusqu'à la 3e, puisque c'est de là-bas qu'il y a les véritables problèmes. À partir du second cycle, généralement, il n'y a pas de problème, mais c'est du premier cycle à la 3e là que ce phénomène-là persiste. Mais tout cela, parce que beaucoup de parents sont ignorants, les enfants même ne savent pas, avec l'arrivée de la technologie, à cause d'un téléphone portable, on peut embobiner une petite fille pour rien du tout. Donc il faut beaucoup de communication et de sensibilisation autour de ce phénomène-là. Pour moi, le facteur principal, c'est le problème de l'éducation. Parce qu'au Burkina Faso, quand je vois les statistiques, je trouve qu'on a un fort taux d'analphabétisme. Ça veut dire que les gens ne sont pas alphabétisés, les gens ne sont pas éduqués, ils ne peuvent pas faire de bons choix.
sur le plan social. Ok. Précisément, dans la région de l'Est, il y a deux facteurs qui font que ce phénomène-là continue. D'abord, il y a le problème culturel, parce que si vous n'êtes pas gourmandier, vous ne pouvez pas comprendre certaines choses. Il y a des familles dans lesquelles on va dire, bon, telle fille-là, on peut faire la voix, dire telle fille-là, si on l'a fait mariage, son avenir ne va pas marcher. Si elle suit un processus, non, ça ne va pas marcher. Il faut qu'on enlève, il faut qu'il y ait un rap. Ou bien on va dire tel jeune homme-là, s'il fait un mariage légal, sa vie ne va jamais marcher. Il faut qu'il fasse un rapt. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est des problèmes culturels. Il faut aller un peu profondément pour pouvoir comprendre cela. Il y a cet aspect. Le second aspect qui est aussi très important, c'est l'aspect économique. La pauvreté des ménages, qui font que face à l'argent, quand certains hommes ont de l'argent et qu'ils fréquentent des familles, ils font des largesses. Donc ils ont facilement, s'il y a des jeunes nubiles, des jeunes filles qui n'ont pas encore peut-être l'âge d'avoir le mariage, on joue sur leur mental. Donc l'argent qu'ils vont donner, ça pousse les familles à dire, bon voilà, nous on a une fille, on vous propose telle fille, allez-y, prenez telle fille, etc., etc. Donc voilà comment ça se fait. C'est deux phénomènes. Problème d'éducation. Disons trois phénomènes. Problème d'éducation sur le plan national. Sur le plan à l'Est, à la Tapua que je connais, c'est deux phénomènes essentiels. Problème culturel, problème économique. C'est ce qui fait que ça persiste. Il y a eu quand même des choses qui ont été déjà faites pour combattre ça quand même. Donc continuer à sensibiliser les parents et combattre l'ignorance à l'Est. Voilà. Peut-être ça pourrait quand même nous éloigner de ces pratiques. Ce que je vois ici, je sais que ça, ce n'est pas généralement la solution, mais c'est ce que nous voyons ici. Mais je vais essayer d'apporter un petit plus. Parce que généralement, on voit que quand un jeune prend une fille, il fuit. Au lieu qu'on fait tout, on unit les moyens derrière les autorités communales ou bien compétentes en la matière pour rechercher ce dernier. Ça va prendre son père ou bien sa mère, on vient, on enferme. Moi, je pense que ça, ce n'est pas la solution. Ce qu'on devrait pouvoir faire, c'est de donner les moyens aux structures compétentes de pouvoir aller chercher le faux type là où il fait et le raisonner. Voilà, moi, je pense que c'est la meilleure façon de pouvoir éradiquer le problème. Parce que si moi, je sais que même si je prends une fille, on ne va pas m'inquiéter 2 ans après. Mais il n'y a pas de problème. Il faut choquer les personnes pour faire passer certains messages. Parce qu'un jeune qui prend là, il faut faire tout coûte que coûte, même si c'est 2 ans, il faut le traquer. Il faut le traquer, même si c'est 2 ans, vous le ramenez à la raison. Vous faites tout, on applique les procédures judiciaires à son encontre. Puisque si ce n'est pas le cas, si c'est aller prendre son papa ou bien son frère venir enfermer là n'est pas la solution. Voilà pourquoi, dans la Tapua ici, même quand ce problème arrive, les autres disent, bon, un tel avait pris, on a enfermé son papa, 1 année après on l'a libéré, voilà, il tient sa femme. Donc, il faut traquer les individus qui le font et sensibiliser autour de ces villages concernés là pour que ça soit vraiment une bonne solution pour la province. La solution, c'est d'abord l'éducation. Il faut qu'on arrive à éduquer les enfants du Burkina. Il faut que les enfants du Burkina soient éduqués et aient accès à l'éducation. 2, il faut que les parents qui n'ont pas eu accès à l'éducation soient alphabétisés. C'est la clé comme ça. C'est la clé comme ça. Maintenant, il faut aussi faire des sensibilisations pour dire aux gens, voilà, certains aspects de la culture, c'est bien. Mais d'autres aspects là, c'est pas bien. Et démontrer aux parents les conséquences. Voilà. Il faut aller un peu plus profondément. Il faut pas, je pense que c'est ça. Mais la clé, c'est l'éducation. Les meilleures solutions, c'est de sensibiliser les parents, sensibiliser les jeunes et en même temps la communauté. Et en tout cas, punir les coupables. Ça veut dire que le jeune qui fait ça, si en tout cas on le sanctionne une fois et que ses camarades aussi voient, je pense que ça peut en tout cas réduire ces phénomènes. Nous venons d'entendre les avis qu'on a eu à prendre à Diapaga. On va rentrer dans le vif du sujet. On va commencer par vous, Monsieur Ouedraogo. Monsieur Ouedraogo, dites-nous ce que c'est que le mariage d'enfants ou le rap d'enfants. Merci. D'abord, je tiens à remercier CCFC
pour nous avoir associés à cette émission. Pour revenir à votre question, je voudrais d'abord qu'on définisse qui est l'enfant. Oui, voilà. Étant donné que c'est la loi qui est notre référence, on va dire que l'enfant, c'est toute personne âgée de moins de 18 ans. Moins de 18 ans, ok. Ensuite, le mariage, c'est quoi? Le mariage, c'est l'union entre un homme et une femme. Et cette union peut être civile, légale, lorsqu'elle est célébrée par un officier d'état civil. Elle peut être religieuse lorsqu'elle est célébrée selon les règles et les principes de la religion. Elle peut être coutumière lorsqu'elle est célébrée selon les règles de coutume, les principes de la coutume. Donc maintenant, quand on parle de mariage d'enfants, il faut dire que c'est lorsque nous sommes dans une situation d'union où l'un ou les deux époux, en tout cas, n'ont pas atteint l'âge de 18 ans. D'accord. Donc que ce soit la fille ou que ce soit les garçons, ou tous deux, s'ils n'ont pas atteint l'âge de 18 ans, nous sommes dans une situation de mariage d'enfants. Et je voudrais préciser, quand on prend par exemple au sens du nouveau code pénal au Burkina Faso, qui dit que le mariage s'entend de toute forme d'union entre un homme et une femme célébrée par un officier d'état civil ou selon les règles coutumières religieuses. Pour dire que, puisque selon l'ancien code, le code en vigueur, code des personnes de la famille, le mariage religieux et le mariage coutumier ne sont pas reconnus par la loi. Donc, au sens de cette définition, on peut comprendre que désormais, le mariage, qu'il soit coutumier ou religieux, peut être reconnu par la loi, ce qui peut être une bonne avancée. Et quand on prend au niveau de la stratégie nationale de prévention et d'élimination du mariage d'enfants, on comprend par mariage d'enfants toute union légale, religieuse, coutumière ou toute situation de concubinage dans laquelle l'une ou l'autre des deux personnes concernées a moins de 18 ans. Très bien. Voilà ce qu'on peut dire du mariage d'enfants. Alors, Madame Kaloulé, vous êtes la représentante pays de CCFC. Je vous laisse présenter votre structure et ensuite, pourquoi ce thème cette année? CCFC, Christian Children Fund of Canada, est présent au Burkina Faso déjà depuis 1987, mais l'organisation a plus de 50 ans d'existence maintenant. Et le mandat de CCFC, c'est de travailler à permettre aux enfants de réaliser leur plein potentiel et également à faire entendre leur voix. Okay. Donc, de par le mandat de CCFC, nous travaillons aux côtés de l'État, aux côtés des différents acteurs pour que les droits de l'enfant soient respectés et nous travaillons également à lutter contre toutes les formes de violence, contre tous les abus et toutes les discriminations dont les enfants sont victimes. Donc vous comprendrez pourquoi nous nous sommes intéressés à la question du mariage d'enfants, parce qu'il s'agit d'une violence faite aux enfants et nous avons beaucoup de programmes au niveau des CCFC dans lesquels nous travaillons à lutter contre le mariage d'enfants. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons choisi ce thème d'aujourd'hui. D'accord. Chef Mali, c'est chez vous qu'on est allé faire le micro-trottoir, c'est chez vous qu'a été faite l'étude. Ça, c'est une tradition qu'on marie les enfants tôt, c'est ça? Chez vous ou pas? Bon, c'est une ancienne tradition, mais qui n'a plus sa raison d'être. Aujourd'hui, on ne peut plus voler des jeunes filles. Voilà, c'est des anciennes traditions qui sont révolues et il faut penser maintenant aux esprits futuristes et voir aussi le droit de l'enfant par rapport justement à ces mariages-là. D'accord. Monsieur Forogo, vous êtes au niveau de la justice. Alors, comment ça se passe à Diapaga? Apparemment, vous n'emprisonnez pas la bonne personne, vous emprisonnez la famille. C'est ça ou pas? Ok. D'abord, permettez-moi vraiment de vous dire merci. Merci également à CCFC, également à l'église ESIM, voilà, qui, par leur collaboration, et nous ont invités à cette émission. Voilà, mais il faut le dire que, bon, c'est que
l'intéressé a dit, ce n'est pas totalement vrai. Ok. Voilà, parce que en matière pénale, on dit toujours que la responsabilité est personnelle. Okay. Voilà, et en matière de complicité aussi, la loi protège quelque part les parents jusqu'à un certain niveau de l'intéressé. Voilà, qui même s'ils savent là où est l'intéressé, ils refusent de dénoncer, on ne peut pas le poursuivre. L'intéressé peut être mineur, il peut avoir moins de 18 ans. Je veux dire l'auteur des faits, oui, voilà. l'auteur par exemple de rap, voilà, donc on ne peut pas les emprisonner parce qu'ils ont refusé de montrer là où se trouve l'intéressé. Okay. Voilà. Alors, Monsieur Kombari, quand il y a ce genre de cas, je pense que la plupart viennent vers vous. C'est bien cela? Alors, c'est quoi le taux, les statistiques aujourd'hui? Il n'y a pas eu réellement une étude assez récente là-dessus. Mais les études que l'UNFPA a réalisées en 2012 dans toute la région de l'Est, il est ressorti qu'environ 60% déjà des filles sont données en mariage. Ok, 60%. Voilà. Dans la région. Dans la région, okay. En général. Donc ça, on dépasse les 50%, c'est énorme. D'accord. Madame Kaloulé, comment selon vous ces pratiques peuvent-elles être néfastes et endommageables pour les enfants et la société? Ok, merci. Je crois que lors du micro-trottoir, il y a une personne qui a parlé, qui a dit que éduquer une fille, c'est éduquer une nation. Déjà, quand on prend le mariage d'enfants, il faut dire que les filles sont celles qui payent le plus gros tribut parce que la scolarisation va être arrêtée. Il y a également des problèmes de santé parce qu'une fille qui se marie très tôt, il va de soi qu'il y a la maternité qui va intervenir à un âge assez précoce, donc ça pose problème. Il y a également les questions psychologiques aussi, parce que surtout quand il s'agit des unions forcées, des rapts, vous voyez déjà qu'il y a une violence qui est faite quelque part sur la fille et elle va affronter cette situation pratiquement toute sa vie. Et sans parler du fait qu'on devient mère à un âge assez jeune et ça pose problème. Il y a également même la responsabilité du foyer. On sait que même pour les adultes, tenir un foyer, ce n'est pas une chose aisée. Donc quand un enfant se retrouve dans une situation où il faut prendre en charge un ménage, je pense que c'est déjà un problème. Et pour nous, CCFC, la question de donner une opportunité aux filles, une égalité de chance aux enfants pour leur scolarisation, c'est quelque chose de très important. On sait déjà que dans notre contexte, même sans mariage d'enfants, il y a d'autres problèmes qui pénalisent les filles dans leur scolarisation. Et avec le mariage d'enfants, vous voyez que la fille ne peut pas dépasser un certain cap. Et nous, en tant qu'acteurs sur le terrain, nous soutenons l'État et les autres acteurs à faire des progrès dans le domaine de l'éducation, parce que nous avons aussi beaucoup investi dans l'éducation. Mais on se rend compte qu'à un certain moment, les filles qui ont été soutenues à travers nos programmes de parrainage abandonnent pour aller, voilà, soit qu'on vous avez vu, on leur donne en mariage ou bien elles sont enlevées. Et donc, ça pose réellement problème quand une partie de la population ne peut pas contribuer au développement de la communauté. Donc, il y a également un sérieux problème de violence et d'injustice. C'est une question de droits humains. Et donc, ce sont des questions qui font qu'il faut réellement combattre ce phénomène et passer par la sensibilisation et d'autres mécanismes, mais il faut véritablement qu'on arrive à un changement de mentalité. Chef Mali, est-ce que les choses ont évolué au niveau de la coutume avec tout ce qu'on entend aujourd'hui? Bon, au niveau de la coutume aussi, on n'applique plus la coutume comme d'antan. Ok. Puisque avec l'évolution des choses, il faut trier les bonnes coutumes, on continue avec, et les mauvaises, on les met de côté pour permettre justement une vie plus aisée, surtout côté des enfants.
D'accord, ça veut dire que vous faites souvent des réunions, vous en parlez, ce qui a évolué, ce que l'État demande, ce que vous... ok. Bien sûr. D'accord, ok, ça se passe comme ça. Oui. Ok, merci. Alors, Monsieur Kombari, dites-nous, quels sont les effets néfastes que vous remarquez ou que vous avez eu à entendre venant de ces personnes victimes? Ok, merci. Je voudrais, avant de répondre à votre question, dire que comme le micro-trottoir nous l'a signifié, justement, le rap des filles est un phénomène fondamentalement culturel. Il ne faudra pas oublier cela. Et nous avons beaucoup besoin des responsables coutumiers pour cela. Nous allons y revenir sans doute. Oui. Maintenant, les manifestations, vous parlez des effets. Hein? Oui, néfastes. Les effets néfastes sont à plusieurs niveaux. Il y a d'abord les violences morales et psychologiques. C'est généralement les blessures que ces jeunes filles-là sont victimes. En cours. La perte même de l'estime de soi, parce que souvent elle est violentée. Okay. Il y a aussi le traumatisme. Tout cela, ce sont des violences morales et psychologiques dont sont victimes les filles victimes de mariage d'enfants ou la coutume dure que nous on appelle le rapt. Il y a aussi des violences d'ordre médical. Oui, comme on a Vous dit, l'avez les grossesses signifié précoces. également. Il y a parfois même des viols répétés de ces filles. Il y a séquestration parfois. C'est des violences physiques également. Parce que généralement, on a dû expliquer comment ça se passe. On peut enlever la fille sur le chemin de son école. Et généralement, elle est amenée à un endroit inconnu où parfois il arrive qu'elle soit violée. Jusqu'à ce qu'elle tombe enceinte et on la libère. Okay. Donc, nous l'avons dit également, mon homologue l'a dit, c'est aux fins d'épousée, c'est aux fins de mariage généralement qu'on fait cela. Et c'est très culturel. Donc, il y a aussi d'autres effets néfastes, la déscolarisation. De ces jeunes filles. Il arrive également même qu'il y a des troubles sociaux qui sont apportés même à la pratique de rapt. Parce que les familles ne s'entendent pas. Et quand on vient enlever ton enfant, il est clair que ça crée des conflits. Et généralement, il y a des tensions que vivent les familles dans les villages. Et enfin, également, il y a d'autres aspects liés à la communauté et à la société. Parce que ça joue fondamentalement sur le développement de notre nation, parce que c'est une frange importante de la population de l'Est qui est victime. Ce sont les filles. Okay. Voilà à peu près ce qu'on peut dire. D'accord. Monsieur Forogo, dites-moi, comment ça se passe? Quelqu'un est victime, c'est les parents qui viennent porter plainte de la jeune fille. En général, ce sont les jeunes filles qui sont ciblées. Comment ça se passe juridiquement auprès de votre structure? Bon, lorsqu'on est informé, souvent ce sont les parents, majoritairement. Ce sont les parents qui viennent porter plainte. Je précise que généralement même, ils partent à l'action sociale. Directement, voilà, d'accord. Directement, ils donnent l'information. Et voilà, à leur niveau, ils tentent de gérer. Et vous savez que ces gens de personnes, il faut souvent quand même des structures qui peuvent vraiment les inquiéter. Bien sûr. Donc généralement, l'action sociale nous le réfère. Et maintenant, à notre niveau, voilà, nous donnons mission à la police ou à la gendarmerie de chercher, de chercher l'auteur. Et dans la majorité des cas, on met la pression pour qu'on puisse ramener la fille et puis l'enleveur, l'auteur du rap. Mais généralement, c'est la fille qu'on ramène, les parents ramènent, mais l'enleveur, lui prend la clé des champs. D'accord. Lui, du moment que vous ne l'avez pas saisi, voilà. il repart comme... Oui, généralement, c'est comme ça. Dans le pire des cas, une fois que l'intéressé arrive à s'échapper, surtout s'il rentre au Bénin, c'est fini. D'accord. S'il est au Burkina, on peut l'attraper. On peut l'avoir. D'accord, mais pas... Une fois qu'il franchit la frontière, ça devient compliqué. D'accord. Voilà. Donc, M. Ouedraogo, donc l'action sociale, c'est vous. Oui. Alors, comment ça se passe? La famille vient vous voir. Comment ça se passe exactement? Je voudrais, si vous permettez, revenir un peu sur l'ampleur en ce qui concerne en tout cas la situation au niveau de la province de la Tapua. Oui.
Il faut dire que quand on essaie de voir ces dernières années, les services, la direction provinciale de la femme, Solidarité nationale de la famille, a enregistré 48 cas en 2013, 66 en 2014, 52 en 2015, 59 en 2016, 58 en 2017 et 57 cas entre janvier et juin 2018. Donc, et l'année n'est pas encore finie. Hein? Voilà, ça c'est la moitié de l'année et on a déjà battu le record de certaines années. Oui. Voilà, ce qui n'est pas, comme on le disait, forcément synonyme que le phénomène s'aggrave, mais aussi avec les sensibilisations, certainement que nous sommes plus informés des cas qui se produisent. Okay. Voilà. Et il faut signaler que c'est très loin, ces chiffres sont très loin de refléter la réalité parce que l'action sociale n'a que 2 services, la direction provinciale à Diapaga et les services départementaux là, à Kanchari. Okay. Donc ça veut dire qu'il y a jusqu'à 6 autres départements qui sont sans service d'action sociale. Okay. Voilà. Donc il y a des gens qui n'ont pas la possibilité de faire les déplacements. Par exemple, Boutou qui est à 120 km de Diapaga, il n'est pas permis à tout le monde de faire les déplacements pour venir dénoncer un cas. Donc c'est vraiment ce qui revient à notre niveau, qui n'a rien à voir avec la réalité du terrain. Concernant les cas de complications, il semble qu'une grossesse avant l'âge de 18 ans, en tout cas, fait courir la porteuse un risque de mort de 28%. 28% Ah oui, pour la jeune fille. La jeune fille. Et pour parler, puisque quand on est marié, généralement, ça va vite vers la grossesse. Et si on est marié avant 18 ans, certainement qu'il y a le risque aussi de tomber enceinte avant 18 ans. Et parlant de la déperdition scolaire, comme les uns et les autres ont souligné, je voudrais apporter une certaine précision. Au niveau de la direction provinciale de la Tapua, en 2016, nous avons essayé de faire une enquête sur la prévalence du mariage d'enfants en milieu scolaire. Et cette enquête a concerné pour l'année 2014-2015 les 11 CEP, ça veut dire circonscription d'éducation de base de la province, qui a concerné 1755 filles inscrites au primaire et 13 établissements secondaires et post-primaires. Et pour l'année 2015-2016, on avait 23 469 filles du primaire et 2 470 filles du post-primaire et du secondaire. Et quand on prend au niveau du primaire, les résultats auxquels nous sommes parvenus indiquent que 12,91% des cas d'abandon scolaire chez les filles sont liés au mariage d'enfants. Ça, c'est au primaire en 2014-2015. Okay. Et pour le même public cible, ça veut dire toujours le primaire, pour l'année 2015-2016, le taux est passé à 16,36. Okay. Donc de 12,91, on allait à 16,36. Et pour le post-primaire et le secondaire, pour l'année 2014-2015, on était à 16,98% des cas d'abandon dus en tout cas au mariage pour l'année 2014-2015. Et pour 2015-2016, on est passé à 42,86%. Donc, pour dire le poids de ce phénomène sur la scolarisation des filles. Déjà, dans la province, le taux de scolarisation est très bas. Ça tourne autour de 57,67% pour l'année 2016-2017 concernant les filles au primaire, comme c'est la porte d'entrée. Donc, pour dire que peu arrivent à l'école, mais le mariage d'enfants aussi constitue un phénomène qui met beaucoup de filles hors du système scolaire. Avec tout ce qu'on sait comme important de l'éducation des filles, ça remet vraiment le pays en retard. Okay. Donc, pour revenir à votre question, oui, effectivement, à notre niveau, en tant que service technique en charge de la protection de l'enfant et de la femme, nous sommes généralement saisis de ces cas, que ce soit le mariage forcé, le mariage précoce ou le rapt des filles. Et lorsque nous recevons ces cas, nous essayons de rentrer en contact avec les intéressés pour comprendre la situation. L'idée, c'est de pouvoir faire comprendre, sensibiliser les personnes concernées, que ce soit les parents ou que ce soit les garçons mis en cause, pour leur faire comprendre en tout cas les implications de ces genres de comportements, pour les amener, les sensibiliser à renoncer à cette situation. Voilà. Maintenant, si ça se passe bien,
tant mieux, bon, ça s'arrête là, le problème est résolu, mais on fait le suivi pour voir comment ça évolue. Mais si, à notre niveau, nous n'arrivons pas à résoudre, comme le substitut vient de le dire, nous référons le cas au tribunal de grande instance qui maintenant peut aborder l'aspect pénal pour la suite. Alors, oui, vous voulez rajouter quelque chose? Oui. Je voulais intervenir surtout par rapport au rap. Oui. Il faut dire que ce qui se passe à l'Est, en réalité, rarement, si on va s'en tenir à la définition légale du rap, rarement ce n'est le rap. Ah, d'accord. Ah oui. On ne vole pas pour non, le mariage? Que le rap, tel que défini par l'article 513 tiré 2 du nouveau code pénal, voilà, qui reprend bien sûr l'article 8 de la loi 061-2015 CNT du 6 septembre 2015 portant prévention, répression et réparation des violences faites à l'égard des femmes et des filles. Le rap, c'est le fait d'enlever une fille ou une femme de force en vue de lui imposer une union. Okay. Or, ce qu'on constate généralement, sur le terrain, on a rarement des cas de rap, mais plutôt des enlèvements. Voilà. Puisque, généralement, il y a un de ce qu'on a écouté au niveau du micro-trottoir qui a dit que, bon, il faut être gourmaché pour comprendre. Voilà. Parce que nous-mêmes, on a du mal à évoquer ça devant le tribunal. Parce que ce que la loi n'a pas prévu, on ne peut pas le dire. La force ici, généralement, ils utilisent des choses mystiques. Le chef est là, il peut vous étayer davantage. Parce que moi, j'ai essayé de comprendre le phénomène. Puisque la fille vient et dit que non, que c'est elle qui était d'accord. Un autre aussi l'a dit que généralement, on s'entend avec la fille. On lui dit, bon, si tu viens, dis que bon, c'était avec ton consentement. Voilà. Alors que souvent, ce n'est pas vrai. On utilise des choses mystiques. La fille, elle ne se retrouve même plus. Elle ne se retrouve plus. Voilà. Okay. Donc, en réalité, ce n'est pas forcément le rap. Il y a le rap, mais si on va s'en tenir à la définition légale, on ne peut pas dire que c'est le rap, mais il y a enlèvement. D'accord. Alors, on va y revenir parce que je veux savoir pourquoi ces pratiques persistent-elles dans votre région, chef? Là, les statistiques ont bien parlé, ça ne fait qu'augmenter. C'est quoi le problème? C'est un esprit conservateur qui n'a plus sa raison d'être. D'accord. Je pense qu'on devait évoluer dans la normale, en tout cas on devait évoluer avec justement nos pratiques. Mais bon, comme les choses changent difficilement chez les gens. Est-ce que c'est chez vous seulement que les gens sont têtus ou bien c'est... Oui, monsieur Kombari, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, à ce que Majesté a dit. En fait, il faut aussi ajouter que c'est le fait aussi des dénonciations. Le fait les effets de la sensibilisation qui font que de plus en plus les gens ont le courage de porter à la connaissance des acteurs ce phénomène-là. Et c'est aussi dû au fait que jusqu'à présent, la société gourmachée est encore assez homogène. D'accord. Il n'y a pas véritablement encore une influence de la civilisation moderne chez les gourmachés. Chef, le socle est toujours là. Le socle est toujours là. Le socle culturel est toujours là. Et n'oublions pas le fait que le mariage des enfants est une norme. Les normes, ce sont l'ensemble des règles et des pratiques que gère une communauté donnée selon sa culture. Et celui qui ne fait pas comme ça risque aussi d'être banni ou en tout cas d'être moins socialement valorisé. Et ça fait que ce n'est pas facile de lutter contre le mariage des enfants. Monsieur Lompo, dans le trottoir, l'a dit. C'est entre nous gourmachés qu'on sait. Ce n'est pas facile. Les chefs nous encouragent sur le terrain. Mais je crois que c'est dans une approche socio-anthropologique qu'on va y arriver. Mais on va revenir là-dessus. Merci. D'accord, chef, vous voulez... C'est une raison que souvent les gens avancent. Souvent, on a peur que la fille prenne une grossesse non désirée. Donc, on préfère lui donner un mariage avant.
c'est parce que la pratique est maintenant... Ils oublient que la pratique est maintenant révolue. Révolue, voilà. D'accord. C'est l'une des raisons, quoi. Une des raisons. Et aussi, comme la maman, si elle a vécu ça, elle trouve peut-être normal que ça se fasse aussi comme ça, c'est ça? Bon, pas vraiment? Peut-être. Peut-être. D'accord. On va marquer une petite pause en écoutant un témoignage et on se retrouve juste après. Je m'appelle Bangala. J'ai été victime d'un rap. Le fait s'est passé lors d'une cérémonie dans le village avec la complicité du boutiquier du dit village. En effet, le boutiquier m'a remis du doulot que j'ai bu et le lendemain, je me suis retrouvée à Kochari, environ 45 km de mon village. Je suis restée 5 jours. Je ne connaissais personne dans la localité. Je ne pouvais pas m'échapper. Seulement, je suis restée silencieuse et je ne communiquais avec personne. La famille m'a demandé que lors du jugement, de dire que c'est moi-même j'ai accepté de le rejoindre. À mon retour, nous avons été entendus par le tribunal et ils ont été condamnés et ils ont payé une amende de 150 000 francs chacun. Je m'appelle Diabois. Je suis originaire de Lorobo. J'ai été promis en mariage. En effet, ma mère accouchait sans prendre. Et la même année, il a eu un camp de circoncis. Et c'est là que ma mère a préparé un repas et est partie les remettre. Elle a été lavée avec du sable. Et à partir de cet instant, chaque fois qu'elle accouchait, l'enfant grandissait. Quand elle m'a accouchée, on m'a promis un mariage. Et c'est à 9 ans, j'ai été remis au vieux qui était le chef du camp de circoncision. Je suis restée avec ce vieux pendant 4 ans. Et chaque fois, il m'invitait dans sa chambre, mais je refusais. Il me menaçait. Et j'ai dû fuir un jour pour rejoindre une école là où j'ai dormi. Et le lendemain, j'ai marché au moins 15 km pour rejoindre Diapaga. Arrivé, on m'a conduit à l'action sociale. Et c'est grâce à leur action que je suis présentement une formation. Je m'appelle Bangala Lompo de Diaboiro. Je suis originaire de Lorobo. J'ai 15 ans. J'ai été promis en mariage à l'âge de 14 ans au fils de l'ami de mon père. Un jour, il est venu me demander de l'accompagner chez sa tante qui était malade. Arrivé là-bas, à la tombée de la nuit, il m'a demandé de l'accompagner dans un autre endroit. C'est là que je me suis retrouvée à Diapaga, environ 65 km de chez moi. Et c'est le lendemain qu'il m'a informé qu'il m'avait pris comme sa femme. J'ai fait 1 mois dans sa famille. Chaque fois, il m'invitait dans sa chambre, mais je refusais. Il me menaçait de me battre. Je restais éveillée toute la nuit. Je ne pouvais pas échapper car je ne connaissais pas l'endroit où je me trouvais. Je ne faisais que pleurer. C'est grâce à l'action de ESIM et Action sociale que je puis retourner dans ma famille et j'ai repris mon école. Je passe en classe supérieure. Voilà, M. Ouedraogo, pourquoi ça persiste encore? Bon, c'est comme quelqu'un l'a dit dans le micro-trottoir, hein, il faut être gourmatier pour comprendre. Nous, quand on observe, parfois on se pose des questions. Quand on va jusqu'à enlever des filles de 11 ans, des filles de 10 ans, pour l'histoire du mariage, ce n'est pas réellement qu'est-ce qu'on recherche. Mais il faut dire que la tradition pèse beaucoup sur la situation. Et il est même rapporté qu'une autorité de la zone avait soutenu une fois que lorsque
un enfant qui est issu d'un mariage, en tout cas parti du rapt, est naturellement béni. Ok. Donc, quand on a de telles idées, Oui. bon, réellement, ça pose véritablement problème. Mais on constate qu'en tout cas, par exemple, le rapt est valorisé. C'est reconnu culturellement, c'est valorisé et c'est comme un acte de bravoure. Et il y a aussi la question de pauvreté parce que quand on regarde dans la zone, il y a des localités où la dot peut atteindre 400, 500, 600 000. Bon, facilement passer sa fille pour prendre cette somme. Les gens, quand ils sont dans des situations de précarité, ils sont capables de le faire. Alors, Madame Kaloulé, pour vous avez fait une étude sûrement dans la zone. C'est quoi qui revient? Pourquoi ça n'avance pas? Il faut déjà dire que c'est vrai que le mariage d'enfants a une forte proportion dans l'Est, mais ce n'est pas la seule région, hein, parce que quand on prend le Nord aussi, c'est une autre région où vraiment le mariage d'enfants pose problème. Ils l'ont tous dit et c'est ce que, parce que la plupart de ce que nous faisons, c'est avec les services techniques. Il faut reconnaître que la tradition, c'est vraiment un élément, un facteur qui fait que ça continue. Mais il faut dire aussi que dans notre travail, nous sensibilisons davantage et nous formons les parents à être un peu plus responsables. Parce qu'il y a aussi il a parlé des questions de pauvreté, par exemple. Ça veut dire que pour certains parents, voilà, l'enfant est un peu une raison pour résoudre certaines questions financières, et ce qui ne devrait pas être, parce que c'est un peu de l'égoïsme, et à cause de ça, on va mettre en péril la vie de l'enfant. Il y a l'ignorance aussi, mais souvent aussi, il faut dire que nous plaidons vraiment pour qu'il y ait aussi un peu des lois assez appropriées et qu'il y ait aussi une application surtout de la loi. Je pense que ça va aider aussi à pouvoir dissuader les récidivistes ou bien ceux qui refusent d'évoluer comme Sa Majesté l'a dit. Il y a des sensibilisations, mais à un moment donné, si les gens délibérément veulent se faire des richesses ou bien veulent détruire la vie des autres, il va falloir aussi qu'un travail soit fait. Là, on est en train de passer aux solutions. Donc, c'est ça, on continue au niveau des solutions. Je voulais tous ajouter quelque chose par rapport à la représentante résidente l'a dit. Oui. Il y a aussi le fait de l'éducation dont a parlé M. Lompo. Oui. L'éducation, la socialisation différentielle entre les filles et les garçons. C'est fait que dès la naissance, déjà la fille il y a une forme d'éducation de la fille qui d'emblée la rend beaucoup plus soumise et ainsi de suite. Et le garçon, déjà on l'apprend à être offensif, agressif, fort, prêt à enlever peut-être des filles. Ça fait que déjà dans la tête des garçons, déjà, ils doivent montrer leur bravoure, comme a dit mon homologue, et puis éventuellement aussi pouvoir être assez agressif. Et ça aussi, c'est des phénomènes d'éducation déjà qu'on acquiert dès sa naissance. Et c'est aussi un facteur important. Maintenant, pour en revenir aux solutions dont vous parlez, déjà, il y a un protocole de prise en charge. C'était tout juste pour compléter ce que le directeur provincial Latapoal a dit. Il y a un protocole de prise en charge des filles victimes de rapt ou de mariage d'enfants. Déjà, il y a dès le début même le réfèrement des cas. Généralement, ça se fait à la gendarmerie, à la police chez nous. Ensuite, il y a l'accompagnement psychosocial de la victime. Surtout. Parce que généralement, elle arrive traumatisée, même sa personnalité parfois est gravement atteinte. Est-ce qu'elle raconte ce qu'elles ont vécu? Exactement. Et les travailleurs sociaux se chargent généralement de ça. Et ensuite, il y a aussi une expertise médicale qu'on demande. Nous l'avons vu que parfois, il y a des viols. Et là, c'est pour essayer de dépister l'ampleur même des séquelles qu'elle a dû subir. Et ensuite, il y a l'accompagnement judiciaire parce que ça ne doit pas rester là. Et nos collaborateurs au sein des réseaux que sont les acteurs de la chaîne judiciaire aussi nous aident à ça. Il faut déjà engager une procédure. Ou si la fille ne sait pas comment s'y prendre, qu'on puisse déjà lui donner les démarches et l'accompagner. Ensuite, après ça, il y a l'accompagnement maintenant social.
Puisqu'il s'agit de, une fois qu'elle a été victime et qu'elle a été prise en charge, il faut la réintégrer en famille. C'est les aspects de réhabilitation, de réintégration sociale ou le retour en famille, comme nous le disons. Maintenant, les solutions maintenant pour en parler. Déjà, nous faisons de la prévention. C'est très important à travers les sensibilisations, information, communication pour le changement social et comportemental. Ça, tout le monde sait ça déjà. La prise en charge, comme vous l'avez dit, comme prévention secondaire, parce qu'il faut aussi les réhabiliter. Et maintenant aussi, il y a les effets de dissuasion. C'est là qu'interviennent les OPJ, les officiers de police judiciaire, la gendarmerie, la police et même le procureur qui est leur patron, pour nous essayer de dissuader certaines personnes et leur dire que la loi est là qui les attend. N'est-ce pas? Oui. Mais au-delà de tout ça, on a constaté que ça persiste. Tout cela, on l'a fait déjà. Alors, moi, j'ai une question justement sur la persistance. Est-ce que le fait aussi que ces jeunes filles, si elles ont été victimes et que l'action sociale ou le tribunal est arrivé à les en sortir, est-ce que demain, elles pourront se remarier facilement? Parce que c'est ça aussi qu'on se pose la question, est-ce qu'il faut en parler pour qu'on sache ou pas? Est-ce que vous avez déjà vu des cas comme ça? Bon. Généralement, une fois qu'on arrive à réintégrer la fille dans la famille, et les choses peuvent évoluent se passer, normalement. Voilà, ça peut... Donc quelqu'un peut revenir la redemander en mariage, même malgré qu'elle a été violée. Ça peut être pas. Est-ce que ça peut être un frein ou pas? Si, c'est possible. Mais souvent, c'est des trucs qu'on ne dit pas comme ça. Ah, voilà, ok. Ça reste souvent sous... Sous le matelas pour qu'on ne puisse pas savoir et pour que la jeune fille puisse se marier plus tard. Il y a certaines choses qui sont couvertes voilà. pour pouvoir permettre à la fille de pouvoir se réintégrer à la société et de retrouver une vie normale. D'accord. Oui, alors, oui, une question juste à côté ou une participation puisque vous êtes de la structure, oui. Oui, je voudrais ajouter quelque chose parce que les uns et les autres ont dit qu'il y a un aspect économique qui est lié à ça, la pauvreté. Oui. Voilà, nous avons trouvé une forme d'éducation financière, par exemple dans la Tapoa, où on apprend aux femmes à économiser elles-mêmes, à se donner des crédits, et ça permet aux femmes vraiment de sortir un peu de la pauvreté. Et dans ces groupes-là, elles discutent également de ce genre de sujets. D'accord, ça c'est une bonne solution parce que c'est vrai, c'est important. Alors, madame, vous formez les parents. Alors, la formation, c'est quoi? Comment ça se passe? En fait, nous avons une méthodologie d'éducation parentale avec tout un programme donc, où les mères sont généralement formées sur les questions des droits de l'enfant, les questions de santé, les questions de protection de l'enfant, alors qu'on sait que les mères jouent également un rôle important dans ces questions. Également, on forme les pères. C'est vrai que d'une région à une autre, ce n'est pas évident de pouvoir impliquer véritablement les pères dans l'éducation des enfants, alors que généralement, certaines de ces décisions-là, ils sont à l'origine de ces décisions. Donc, à travers cette approche-là, c'est vraiment une approche parentale, parce que le problème, pour le traiter, il faut vraiment qu'il soit traité de façon holistique. Il faut prendre, on a vu qu'il y a différentes causes. Donc ça, c'est un des éléments que nous prenons en compte. Nous ne parlons pas spécifiquement, uniquement du mariage d'enfants, mais nous parlons de tout ce qui concerne les droits de l'enfant, la protection de l'enfant. Et en fonction de la zone, il y a des ouvertures qui sont faites pour que les femmes soient au courant et soient sensibilisées des problèmes de la zone et sachent comment aborder ces problèmes-là si ces problèmes surviennent dans leur famille. D'accord. Juste une participation, une question? Oui. À l'endroit donc de monsieur le substitut. Oui. Alors quand on suivait le micro-trottoir, tout de suite quelqu'un disait que en fait, parfois on a l'impression que le processus ne part pas jusqu'au bout en termes pénal. Et monsieur le substitut l'a aussi souligné, parfois quand le fautif il saute de l'autre côté, il est au niveau, donc il part au-delà de la frontière, il se retrouve par exemple au Bénin. On voit que en fait il n'y a pas forcément une suite. Est-ce que qu'est-ce qui explique cela? Est-ce que c'est forcément des questions de moyens? Est-ce que ce sont aussi des questions de coordination? Ou bien est-ce que après tout le monde peut le faire et puis se retrouver de l'autre côté et puis être tranquille? Bon, je pense que vous avez dit quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire le problème de moyens, voilà, qui se pose aussi.
Parce que pour déplacer les forces de l'ordre, bon, souvent ils n'ont pas de carburant. Vous faites comment? Et il y a aussi le problème de la non-sécurisation de nos frontières. Voilà, quand vous prenez la zone de Tambara-Lorgou, c'est à Tambara seulement que vous avez la police. Et si vous dépassez Tambara, c'est fini. Donc, une fois que l'intéressé arrive à franchir, il rentre au Bénin, c'est fini. Pour le retrouver, c'est compliqué. Vous allez faire comment? D'accord. Est-ce que la personne, quand il revient 2 ans après, est toujours poursuivie ou pas du tout? Mais il faut qu'on sache parce que après, dès son retour, peut-être celui qui avait en charge de l'affaire est parti. D'accord. Bon, c'est difficile de se rappeler. Bon, vous voyez, c'est ça aussi. Il nous reste plus beaucoup de minutes. Je voulais avoir une proposition, une solution du chef. Alors, d'après vous? Bon, la solution, c'est la sensibilisation Ok. à tous les niveaux. D'accord. Au niveau des jeunes d'abord, et ensuite aussi les parents qui sont souvent complices. Oui, Monsieur Kombari, oui. Donc, en plus de cela, il faut surtout que nous allions plus en profondeur dans la lutte. Comme l'a dit un des membres là, il faut qu'à partir qu'on ait déjà un référentiel des normes et des valeurs qui sont attachées à la pratique du mariage d'enfants. C'est très important. Et c'est sur cette base qu'on va pouvoir formuler les stratégies pour mettre en œuvre vraiment des actions de lutte beaucoup plus pertinentes. Ok, Madame Kalboulé, c'est à vous, puisque le thème c'est vous, c'est votre structure. Quel est le mot de fin que vous pouvez, ou quel message vous avez envie de donner, faire passer? Je voudrais saisir cette opportunité pour remercier nos partenaires qui sont sur le terrain. Je veux mentionner Ocades Fada, Ocades Coupela, l'Église des Assemblées de Dieu, l'Église SIM et Credo qui sont nos partenaires et qui travaillent sur le terrain pour que ces questions-là soient résolues. Et je veux également profiter pour remercier tous nos amis qui sont là, de l'action sociale, de la justice, et remercier les autorités coutumières. Il faut dire qu'on n'a pas beaucoup parlé des autorités religieuses, mais elles aussi, elles jouent un rôle important dans cette sensibilisation-là. Et mon message, c'est qu'il faudrait qu'on continue de sensibiliser et que nous puissions, comme M. Kombari l'a dit, avec les autres acteurs, voir comment, si nous sommes dans la lutte, ça fait un bout de temps et qu'il y a quand même des persistances, il faut que nous puissions interroger les mécanismes et voir qu'est-ce qu'il faut faire davantage. Et je crois qu'il y a une approche aussi régionale parce qu'on parle des gens qui fuient vers les autres frontières. Il y a tout un travail qui doit être fait et je pense qu'avec les autres acteurs, c'est un travail qui peut se faire. Monsieur, oui, excusez-moi, je veux juste que M. Forogo, s'il a un message à faire passer pour qu'on puisse vous aider dans votre lutte. Ok. Ce que j'allais dire, c'est aussi de créer des centres d'accueil. Généralement, une fois qu'on arrive à récupérer la fille, bon, généralement, on la remet à ses parents. Ça pose problème. Elle repart dans le même milieu où elle a subi les mêmes violences. Donc, c'est difficile. Voilà. Donc, il y a ce problème, il y a la sensibilisation. Si vous avez écouté le micro-trottoir, il y a un problème de définition. Il y en a qui définissent le mariage d'enfant comme le fait pour un enfant qui n'a pas atteint l'âge de la puberté. Donc, on regarde une fois que physiologiquement seulement ça va, bon, allons-y. Monsieur Kombari, quelques secondes. C'est tout juste pour ajouter qu'il y a une approche assez prouvante sur le terrain, c'est l'approche réseau. Il faut que l'ensemble des acteurs intervenant dans le domaine de la lutte contre le mariage des enfants puissent se retrouver dans le cadre de ce réseau pour qu'on mutualise nos efforts et nos énergies pour davantage avoir des résultats. Parce que c'est très important. Et dans l'ensemble des provinces, dans la région de l'Est, il y a des réseaux. Et c'est généralement dirigé par la justice qui permet d'être actif sur le terrain. Partout où il y a un enfant en danger, qu'il y ait des filets de protection pour lui venir en secours. Donc cette approche aussi à promouvoir et nous saurons que remercier justement les partenaires qui nous aident dans ce sens. Merci. Très bien. Oui. Je voudrais quand même dire que les enfants eux-mêmes sont un acteur très important dans cette lutte-là. Parce qu'eux, ils connaissent quels sont les autres enfants qui sont victimes, qu'ils puissent se référer aux encadreurs ou aux adultes modèles qui sont là pour que les questions sortent vraiment des tiroirs, pour qu'on puisse poursuivre les questions. Et les filles particulièrement, entre elles,
s'il y a des cas comme ça, qu'elles puissent toucher les enseignants et d'autres personnes pour qu'on puisse les protéger. Vous avez une seconde, M. Ouedraogo. Okay. C'est d'améliorer le niveau de couverture. Par exemple, le cas de la TAPOA, couverture de la province au niveau des services techniques. Quand on prend les 8 communes, il y a 3 qui n'ont pas de commissariat de police, 5 qui n'ont pas de brigade des gendarmeries et il y a 6 qui n'ont pas de services d'action sociale. En termes d'intervention, ça pose problème. Au niveau des moyens, comme le substitut l'avait dit, les régions en 2013 a eu 5 991 250 et en 2018 on se retrouve avec 1 million, malgré que les problèmes s'aggravent. Objectivement, on ne peut pas avancer. Très bien. Merci beaucoup à tous d'avoir participé. Merci de vous être déplacés. Ce n'est pas évident. Ça va? Merci beaucoup. Merci. On vous dit à la prochaine, toujours avec la même émission, mais avec un autre organisme. Bonsoir, au revoir.